Salomé Moulongo. Elle est née en Belgique depuis les années 60 d'une mère belge de Liège et d'un père congolais, Freddy Moulongo, un très grand joueur de football du Standard de Liège qui est quand même renommé en Belgique. Elle vivra essentiellement en Belgique avec quelques séjours au Congo où son père est retourné s'installer. Elle passera alors de longues périodes chez ses grands-parents maternels jusqu'au retour de sa mère en Belgique. Elle est maman de 2 enfants, 5 fois belle-maman et belle-grand-mère de 12 petits-enfants. Après avoir travaillé longtemps dans le privé, c'est alors que vers la quarantaine, elle décide alors de changer d'orientation professionnelle. Elle est devenue indépendante, elle se forme pendant des années pas à pas pour être enfin plusieurs rôles, formatrice en danse, en djembé, formatrice à l'écriture des récits de vie, coach en naturopathie, doula, accompagnatrice en fin de vie, accompagnatrice de femmes ménopausées, thérapeute à la clinique en bois, apprentissage en langue des signes et j'en oublie. Elle viendra plus tard à l'écriture et à la lecture vers l'âge de ses 40 ans et nous offre alors son premier livre intitulé Métissage ni tout blanc ni tout noir aux éditions Traces de vie en 2009. Son second livre intitulé ensuite Le Duel, un roman édité par La Traversée dont les livres s'adressent à un public un peu plus spécifique. Son troisième livre, enfin, d'un tout autre genre, journal presque intime, en massithérapie, Mon corps en transition. Quoique sa vie s'y retrouve toujours en filigrane. Nous vous présentons enfin Salomé Moulongo, auteur et coach de vie dont le parcours suivra. Merci. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Mokutani et Radio Beauté. Merci Obdel Kazadi pour la présentation de notre invité. Cher invité, merci d'avoir répondu à notre invitation. Madame Salomé Moulongo, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici parce que vous êtes autrice. Bon, comme nous l'avons entendu dans la présentation, vous n'êtes pas qu'autrice, vous êtes aussi naturopathe, nutritienne. Vous avez vraiment beaucoup de casquettes. Mais vous êtes autrice de 3 ouvrages. Alors, votre tout premier ouvrage en 2009, si je ne me trompe, qui est là d'ailleurs, Métis, ni tout blanc ni tout noir, a été un tel succès, j'ai lu qu'il a dû être réédité. Donc vraiment, félicitations. C'était un challenge vraiment qui a été vraiment réussi dès le départ. Et j'aimerais savoir, avant de poser ma question, je dois dire à nos auditeurs et spectateurs que votre tout premier ouvrage a été préfacé par le grand Jacques Mercier. C'est vrai. Ce n'est pas peu. Donc, ce qui est presque déjà un gage de qualité. Alors, comment en êtes-vous venu non seulement à l'écriture, parce que je crois que vous écriviez déjà avant cet ouvrage, mais après à la publication? Alors la publication, j'y pensais pas du tout. En fait, cet ouvrage, je l'ai construit, je l'ai écrit en atelier d'écriture. Et c'est à la fin des séances d'atelier que l'animatrice, qui est aussi l'éditrice, m'a envoyé un message en disant « Mais au fond, Salomé, est-ce que tu pourrais m'envoyer donc vraiment le document, le manuscrit complet, mais sans me dire voilà, plus ?» Donc j'ai envoyé et puis elle m'a dit écoute, je pense que là il est vraiment il vaut la peine à éditer. Je me suis dit waouh. Alors qu'en fait quand je l'ai écrit, je ne pensais pas du tout publication, je pensais juste à mes enfants. En fait j'avais envie de leur expliquer mon métissage, comment j'avais été déracinée, comment je m'étais construite avec ce vraiment un récit autobiographique. Ah oui, c'est vraiment autobiographique. Et donc, j'ai vraiment dans ma tête, c'était j'écris pour mes enfants. Et d'ailleurs, dans cet atelier d'écriture, donc on était tous là et en général, on fait un tour de table pour savoir voilà, qui fait quoi et pourquoi, quelle est la raison d'écriture. Et il y avait un monsieur dans l'atelier qui dit ben voilà, moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'écrire. Et maintenant que j'ai 60 ans et que je suis, enfin, je ne sais plus quel âge il avait, mais il était arrivé à la pension, il dit maintenant,
que j'arrive à l'âge de la pension, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Et 15 jours après, quand on s'est revus en groupe pour la suite de l'atelier, l'animatrice nous a annoncé que le monsieur était décédé. Ah, et c'est un là, choc. Eh ben, ça a été mon choc, mon urgence d'écrire, parce que là, je me suis dit, moi, je ne vais pas attendre l'âge de ma pension, je vais écrire, et c'est maintenant, et j'écris pour mes enfants. Donc, c'était comme ça que ça a démarré. Ah bah, félicitations donc, de cette envie de transmettre quelque chose à vos enfants. Vous avez eu la surprise donc, de cette demande, de publication. Parce que quand l'éditrice m'a dit on va publier, je me suis dit oh là là, je vais vite relire, voir s'il n'y a pas des choses que je dois changer. Parce que voilà, est-ce que je veux que les gens connaissent tel ou tel passage de ma vie? Et puis je me suis dit, mais au fond, j'ai dit que c'était pour mes enfants. Donc je ne vais rien changer. J'ai juste enlevé les prénoms, juste mis, mais je ne voulais rien enlever parce que c'était pour mes enfants. Je me suis dit, ok, chouette si une éditrice est intéressée, chouette si ça peut intéresser d'autres lecteurs, mais les premiers lecteurs, c'est quand même mes 2 enfants. Oui. Donc, mais finalement, à vous entendre, je comprends que vous avez écrit pour vos enfants, mais avec la publication, finalement, le livre devenait aussi pour vous. Puisque vous vous livriez, vous vous êtes livré au public à nu. En fait, c'est une véritable thérapie d'écrire sur soi. Je trouve que c'est la chose que tout le monde devrait faire, et surtout des moments où on n'est pas bien, où on est vraiment 36e dessous, hop, écriture, on met sur papier, et vraiment, ça permet d'éclaircir beaucoup de choses, et on grandit. Je me suis sentie vraiment grandir avec l'écriture et avec cette première publication. Vous avez continué les ateliers d'écriture par la suite? Alors par la suite, je me suis moi-même formée comme animatrice d'ateliers d'écriture, et donc du coup... en voyant ce que ça vous a apporté, vous avez voulu aussi le transmettre à d'autres. Oui. Et là maintenant, dernièrement, je me suis aussi formée en biographie hospitalière, donc c'est pour les personnes qui sont en fin de vie, et leur permettre de déposer ce qu'ils aimeraient déposer avant de mourir. Avec leurs mots, avec leurs mots à eux. Oui, je prête ma voix et mon écriture. Il faut que leurs mots soient aussi transmis, en fait. Ben, félicitations pour ce beau projet. Et d'ailleurs, ce beau projet m'amène à votre second ouvrage, Le Duel. On a entendu à la présentation que le duel était donc pour un public assez particulier. Vous pouvez expliquer? Oui, bien sûr. En fait, c'est Lire et Écrire, qui est une association de formation pour les apprenants en alphabétisation. Donc, qui m'a contactée en disant, ben voilà, on a une collection, La Traversée, et donc on demande à des auteurs d'écrire des romans pour un public qui est très éloigné de la lecture. Oui. Et de l'écriture encore plus. Et donc, voilà, l'idée c'était d'avoir une histoire simple, mais pas simpliste, avec des personnages auxquels ils peuvent s'identifier, parce que les personnes qui sont adultes et qui doivent apprendre à lire, parce qu'il y en a beaucoup, hein, on ne s'imagine pas, mais il y en a beaucoup, et ce ne sont pas que des étrangers, parce que parfois on se dit... On pense que ce sont les personnes étrangères qui ne parlent pas la langue. Dans la population, il y a, je ne sais plus le pourcentage, mais il y a énormément de personnes qui n'ont pas été scolarisées, qui ne savent ni lire, malgré que l'école est obligatoire. Bien sûr. Et donc c'était des histoires, des romans qui les touchent, avec des personnages auxquels ils peuvent s'identifier, parce que c'est un public qui en a un peu marre que pour apprendre à lire et écrire, on leur donne Martine à la plage, ou des bouquins pour enfants. Oui, pour enfants, donc, effectivement. Voilà. Donc c'est vraiment une écriture engagée. Oui. Une écriture engagée. Et souvent, je dis, en fait, l'écriture de ce livre, c'est plus que de l'artistique. Je dirais, c'est vraiment, c'est plus qu'un acte artistique, c'est vraiment un acte politique et social. C'est permettre à des personnes qui sont éloignées de la lecture de pouvoir enfin lire, et lire un livre du début à la fin. Un double challenge. Oui, tout à fait. Et ce manuscrit, avant qu'il soit un livre, je l'ai aussi, j'ai eu la chance de pouvoir le présenter à la prison de Liège. Et c'est ce que je pensais aussi, donc effectivement c'est un double challenge pour vous de respecter votre futur lecteur
par l'écrit. Et pour le futur lecteur, un challenge pour lui aussi de pouvoir acquérir ce livre. Et il y a un deuxième challenge pour un auteur, c'est que quand on est auteur, on aime bien qu'on reconnaisse un peu notre plume, oui. On aime bien voilà, qu'on se dise « ah waouh, quelle… » Mais ici, c'est pas quelle belle écriture, voilà. C'est vraiment je dois penser au lecteur, je ne pense qu'à lui oui. Et à l'histoire. Oui. Et donc faire en sorte que il puisse vraiment profiter de l'histoire et on oublie sa palette. Oui, vous devez vous mettre à sa place quasi. Ça demande oui, beaucoup oui. d'humilité, oui, ce qui n'est peut-être pas la qualité première d'un auteur. Et beaucoup de travail de recherche alors oui, dans l'écriture. Oui, parce qu'il faut simplifier, mais il ne faut pas que ça soit simpliste non plus. Oui, comme vous l'aviez dit au début, effectivement. Oui. En tout cas, c'est tout un travail. Oui. Et donc, je viens d'évoquer le duel et j'ai vu dans votre parcours, donc vous avez écrit, avant de publier, vous écriviez déjà, vous avez écrit Métissage, ni tout blanc, ni tout noir, vous avez écrit le duel. Et j'ai vu donc dans votre parcours que en fait les mots étaient pour vous très importants et vous êtes à chaque fois engagé via l'écriture. J'ai vu que vous travaillez aussi pour le café mortel, vous travaillez donc avec des personnes âgées donc pour les récits de vie comme vous avez expliqué, et le café mortel qui est plus pour le langage oral. Je voulais savoir, est-ce que vous le mettez aussi par écrit? Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce qu'est les cafés mortels? Alors, les cafés mortels, c'est vraiment des endroits où sont réunies des personnes qui vivent des deuils, en fait. Et c'est l'endroit où ils peuvent déposer ce qu'ils vivent, parce que malheureusement, dans nos sociétés, on a perdu ça. Quand une personne est endeuillée, il n'y a pas de structure pour l'accompagner. On ne parle plus de nos morts, ça ne se fait plus. On ne parle plus des morts ni des vieux. Non, voilà. Ouais, encore moins. Voilà, encore donc moins. Si on pouvait les mettre très loin dans des institutions et que voilà, donc on ne prend plus en charge les personnes en souffrance en fait, en gros, les personnes en souffrance. Et donc là, c'est l'occasion de se réunir et chacun peut exprimer où il en est par rapport à son deuil. Il sait qu'il ne va pas être jugé et qu'il peut tout exprimer et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va lui dire « oh, il faut tourner la page ou le temps va… » Enfin, voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est bon. Là, j'en fais pas vraiment une écriture parce que c'est très individuel, c'est personnel, c'est confidentiel. Ce qui se dit dans les cafés mortels ne sort pas du café. Mais vous pouvez utiliser votre connaissance des mots. Oui, bien sûr, pour accompagner, pour soutenir. Oui, évidemment, les mots, mais les mots sont importants. Le verbe, il est important. Il crée. Donc, c'est là qu'on voit que l'écriture, il n'y a pas que l'écrit, elle peut se transmettre par l'oral justement, et aussi pour travailler avec son prochain dans des situations d'aide. Oui, c'est vraiment quelque chose que les personnes doivent savoir parce que on n'y pense pas tout le temps. On n'y pense pas tout le temps et ce serait bien qu'il y en ait un peu plus. Voilà, on dit que la Belgique est un petit pays, mais il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être aidées, ne fût-ce que par les mots. Donc voilà, donc en tout cas félicitations. Les mots et les oreilles, parce que parfois juste l'écoute et le silence sont aussi importants. Comme on dit, tout le monde ne comprend pas ce qu'est l'écoute active. Voilà, c'est quelque chose à développer, tout à fait. Alors, avec cela, vous avez écrit dernièrement, en 2019, je crois. C'est possible, je ne sais plus la date. Oui, voilà, en 2019, vous avez fait publier votre troisième roman. Journal presque intime en massithérapie. Un titre assez… On comprend directement le mot massithérapie. Et puis quand on vous voit, on se dit, mais bon, elle n'a quand même pas trop de forme. Comment ce titre-là, Journal presque intime en massithérapie? Expliquez-moi ce titre, expliquez-nous ce titre. Alors c'est un programme que j'ai suivi parce que donc j'accompagne les personnes dans le domaine de la santé et j'ai beaucoup de femmes ménopausées puisque j'en ai fait un peu mon expertise et des personnes qui veulent gérer leur poids. Et c'est un programme
qui permet de gérer son poids, mais pas du tout par l'alimentation. On ne parle jamais alimentation. D'ailleurs, c'est étonnant. Dans le bouquin, il n'y a pas un mot sur l'alimentation. C'est étonnant ça, parce que moi j'essaye de maigrir, je pense tout de suite à l'alimentation, ce que je dois éliminer, tout ça. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est surtout, il y a plein de blocages qu'il faut lever et que c'est souvent des blocages psychologiques, ça peut être énergétique. Enfin, il y a en tout cas plein de raisons. Les kilos, ils ont toujours une raison de s'installer, donc il faut juste comprendre. Et moi, j'avais suivi ce programme parce que je pensais aux personnes que j'accompagne. Sauf que au moment où j'ai suivi ça, j'étais en pleine ménopause et les kilos commençaient à s'installer. Or, même si ça ne se voit pas maintenant, mais je suis quand même une ancienne obèse. Et donc, il y avait quand même 3 chiffres sur la balance à un moment donné, voilà, que j'ai perdu, mais je ne savais pas comment, en fait. Et en suivant le programme, là, j'ai compris, ah oui, quand j'ai perdu, mais c'est vrai, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait une thérapie, enfin, j'ai levé certains blocages, mais au moment où ça arrivait, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais en suivant ce programme, j'ai compris, en fait. Vous avez tout pu J'ai lier. compris et je me suis dit, ah ok, donc les kilos qui reviennent ici à la ménopause, ben, je sais qu'ils ont aussi quelque chose à me dire, je vais travailler là-dessus avec ce programme-là, et donc du coup, ils ont pu partir aussi. Et c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup en consultation pour les femmes que j'accompagne. Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que donc, vous avez fait un livre de votre expérience, donc c'est aussi un peu une autobiographie. Mais bon, j'ai pu lire, j'ai commencé à lire donc cet ouvrage et j'ai remarqué donc le lien avec votre toute première œuvre, Métissage. Voilà. Oui, voilà, j'ai remarqué. Parce que c'est vrai que je mets beaucoup de moi en fait dans mes ouvrages et ben, je ne sais pas me réinventer, donc il y a toujours un lien. Il y a un lien en fait entre les trois, parce que dans le duel, il y a une babouchka, une grand-mère, et j'ai été élevée par ma grand-mère, j'ai étudié en Russie, enfin donc voilà, il y a toujours... voilà, je pense que c'est tous les auteurs, hein, il y en a un qui vous dit non, c'est pas... C'est une fiction totale, donc, là c'est le roman alors qu'il y a une fiction totale, mais on retrouve toujours quelque chose de l'auteur. Voilà, je vais revenir à Métissage, ni tout blanc ni tout noir. Et je reviens en fait à ce livre, Ni tout blanc ni tout noir, parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Belgique pour le moment, bon, il y a cette grande question non seulement du métissage, mais aussi la grande question du colonialisme. Et ce genre de livre pour le moment est vraiment a un grand attrait. Non seulement pour ceux qui sont métis eux-mêmes, pour comprendre même leur propre histoire, mais aussi pour les autres, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, vraiment pour pénétrer un petit peu ce monde qui finalement est resté souvent un peu occulte. Donc ce livre qui était votre premier ouvrage, il est tout à fait actuel. Il est 11 heures sur l'horloge de ma vie. Papa nous a écrit une lettre. Papa n'écrit jamais. C'est toujours maman qui écrit. Grand-mère déplie les longs feuillets de papier, avion bleu ciel. Papa n'écrit peut-être jamais, mais quand il écrit, c'est un vrai roman. Au moins 8 pages écrites des deux côtés. Grand-mère met ses lunettes et commence à déchiffrer la première phrase. Non pas que papa écrive mal, non. Mais comme grand-mère n'est pas allée à l'école, elle lit avec difficulté. Chouette. On va en avoir pour des heures de lecture. Grand-mère commence. Maman. Tiens, c'est bizarre. Papa écrit à grand-mère et il l'appelle maman. Maman. Je vous écris pour vous dire que votre fille Annette c'est maman, a décidé de me quitter et grand-mère n'est pas sûre d'avoir compris. Elle relit. Maman. Je vous écris pour vous dire que votre fille Annette a décidé de me... Grand-mère s'arrête. Elle a enfin compris. Moi, j'avais compris du premier coup. Bon, dit grand-mère, allez jouer. C'est une lettre pour moi. Donc, nous trouvons donc dans cet extrait, donc votre écriture, elle est attachante, agréable, elle est imagée.
elle est avec une forme de poésie et vous avez ce don là, c'est la petite fille qui parle. Et c'est le langage de la petite fille qu'on retrouve. Donc, comme dans un dialogue de film, comme dans un scénario, donc on retrouve et alors on voit directement ce qui se passe. C'est vraiment très, très, très imagé. Vous avez parlé d'atelier d'écriture. Vous ne pensiez pas à la publication, mais vous écriviez. Pourquoi écriviez-vous? Comment écriviez-vous? Alors, je pense que... Enfin, déjà, je me suis mis très tard à l'écriture et à la lecture aussi. Donc j'ai suivi beaucoup d'ateliers d'écriture, de nouvelles, de romans. Voilà, vous aviez cette envie d'écrire, mais pas la pensée de publier, mais cette envie d'écrire. Et d'ailleurs, souvent, je conseille aux personnes qui viennent en atelier d'écriture de ne pas penser publication au moment de l'écriture, parce qu'il y a toujours le risque de se censurer. On écrit pour le plaisir, pour soi, et puis après on voit... se sentir libre. Oui, se sentir libre, parce que sinon, voilà, ça peut être stressant et censurant. Parce que ça, c'est une autre étape, voilà. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc j'ai juste pris beaucoup de formations en atelier d'écriture parce que je n'écrivais pas beaucoup. J'ai jamais... En secondaire, par exemple, j'étais pas très bonne en français et en lecture. Et donc, du coup, j'avais eu cette envie de vous améliorer, d'approfondir. J'avais besoin d'exprimer. En fait, je viens d'une famille, comme j'étais élevée par mes grands-parents maternels, où on ne parlait pas beaucoup. Et ma grand-mère n'avait pas été à l'école. Donc, les livres, pour ma grand-mère, les livres, c'est pour les gens fainéants. Donc, vous ne lisiez même pas? Non, il n'y avait pas de livres à la maison. Étonnant, vraiment... maintenant, vous en avez écrit 3. Mais voilà. Et donc, mais je pense que c'est parce que j'ai une grand-mère qui n'écrivait pas, qui ne lisait pas, que j'ai senti à quel point la lecture pouvait aider à grandir, en fait. J'ai vraiment eu un manque. J'ai vraiment eu un manque, donc j'avais besoin d'écrire, de lire, d'écrire ce manque. Le déracinement qui est tout, dans tous mes livres, il y a toujours, on parle toujours du déracinement, mais aussi de la richesse de culture, de différentes cultures. Il y a toujours différentes cultures dans mes livres. Et ça, j'avais envie de pouvoir le partager. Et donc, voilà, je me suis formée. Et là, j'ai toujours envie... les mots, pour moi, les mots sont importants. Les mots, c'est un soin. C'est un soin, oui, en fait. Tout à fait. Et vous en avez fait votre métier aussi, cette envie donc, de transmettre et même de soigner par les mots, finalement. Tout à fait. Oui. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. C'est toujours avec un petit peu de regret. On aimerait bien allonger. Alors, comme à chaque fin d'émission, donc nous avons quelques livres qui sont là. Et je vais vous demander d'en choisir un, soit que vous aimeriez lire, soit que vous avez lu et que vous voulez recommander à nos auditeurs et à nos spectateurs. Ce sont tous des livres d'auteurs et d'autrices congolais. Voilà, ça c'est Lisette Lombé. Black Words. Vous l'avez déjà lu? Alors je n'ai pas lu celui-là, mais je la suis vraiment. J'aime sa façon d'écrire qui est tranchée, qui est musicale. Et de déclamer aussi. Et de déclamer. Oui. Pour moi c'est de la poésie, c'est de la musique. Elle danse avec les mots, elle joue avec les mots et rien que ça, oui, c'est une respiration. Même si parfois on a le souffle coupé, mais oui, voilà. Lisette Lombé, Black Words. Et voilà, nous arrivons à la fin de Mikanda, donc cette émission qui est en partenariat avec Radio Mboté. Et je vais vous demander, je vais vous laisser la place pour le mot de la fin. Bon, évidemment, je vais partir de Métissage. Hein. On a commencé par lui, je vais terminer par lui. Et j'ai envie de m'adresser à toutes les cultures et rappeler à quel point on est tous métissés, évidemment, hein, et que c'est notre plus grande richesse, en fait. Et donc, même si parfois c'est difficile, parce qu'il faut assumer, parfois on est issu de cultures, comme c'était mon cas, de cultures parfois bien opposées. Qu'on frôle peut-être parfois un peu la schizophrénie, mais en même temps, je me dis, maintenant avec le recul, waouh, quelle richesse. Et c'est ce que j'ai transmis à mes enfants, à mes petits-enfants aussi. Et j'ai envie de rappeler qu'on est tous issus de plein de cultures avant nous.
Et c'est ce qui fait notre force. Et voilà, essayons de grandir encore plus dans ce métissage universel, je dirais. Chère invitée, merci d'avoir répondu à l'invitation de Mikanda. Madame Salomé Moulongo, nous vous remercions. Merci.